c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison d'une lecture qui est sélectionnée dans le pli. Donc il s'agit de Nos jours brûlés de Lorane Safou. La couverture nous tentait beaucoup, le résumé aussi, le côté mythologie africaine, croyance africaine, tout ça. Je crois que je l'ai même acheté avant de savoir si il faisait partie des sélectionnés parce que je sais pas, il y a un truc dans la couve, il y a une énergie qui se dégageait de ce livre. Le pitch aussi était intéressant, donc 2049, le jour a disparu. Et donc en fait, une mère et sa fille se lancent à la recherche du soleil perdu parce qu'elles ont reçu des... indices du grand-père, si j'ai bien suivi, je crois. Et donc en fait voilà, cette mythologie africaine et cette nuit permanente et ce soleil qui a disparu, cette quête du soleil, de la lumière, moi je trouvais le principe absolument génial. Moi aussi. Et au final, j'ai été un peu refroidie par beaucoup de choses. Donc en fait, moi je suis là juste pour l'accompagner et pour donner vaguement mon ressenti, mais j'ai lu que jusqu'à la page 100. Après j'ai pas pu, je me suis dit bon peut-être que j'y reviendrai et j'y suis jamais revenue, j'ai jamais eu envie d'y revenir. Elle l'a lu, elle m'a pitché un peu la suite et la fin et bon ok, ça continuait comme ça a commencé, donc ça sert à rien que je poursuive. Si on enlève les schémas à la fin, les notes, les trucs, les machins, on est sur un roman qui fait 299 pages. Alors, je pense qu'on peut commencer par un truc sur lequel on est assez d'accord. Au niveau de la plume, ça passe quoi, c'est ok. Ouais. C'est rien d'incroyable. Et c'est même un peu... Ça met de la distance en fait, cette plume. Au début, la première phrase, je me suis dit oh chouette, ça a l'air fluide et bien écrit. Et en fait, petit à petit, il y a plein de choses qui allaient pas. En fait, j'ai trouvé que la plume, elle était entrecoupée de plein de choses. Donc par moments, elle s'arrêtait pour des dialogues d'ailleurs qui m'ont paru trop nombreux et qui apportaient pas grand chose. Enfin, c'était pas des dialogues, des beaux dialogues très intelligents et tout. Et voilà, elle s'arrêtait sans arrêt pour ça. Parfois, elle s'arrêtait pour une description mais très courte qui servait pas à grand chose, qui mettait pas vraiment dans l'ambiance. Je rajouterais à ça que la narration, le choix de la narration est très particulier, il y a beaucoup de répétitions. Moi ce qui m'a choqué dans ce premier chapitre c'est la répétition de j'ignorais que c'était pour la dernière fois, et en fait ça revient plusieurs fois, on comprend que c'est une idée très récurrente. Il y a quelque chose à laquelle je fais très attention quand je commence un roman à la première personne et au passé, c'est que si c'est à la première personne et que c'est au passé, généralement c'est un process qui implique que le personnage est encore vivant à la fin ou encore en état de raconter une histoire et qu'il la raconte à quelqu'un. Dire que ce jeu et cette adresse à un vous signifie qu'on est soit dans le cadre d'un journal, voilà, soit dans le cadre de quelqu'un qui écrit ses mémoires ou de quelqu'un qui raconte son histoire à quelqu'un. Pour moi c'est quelque chose de super important parce que c'est une question de cohérence en fait, tout simplement. Donc je suis très prudente et c'est quelque chose que j'ai noté dès le début. Cette narration là, j'attendais de voir comment elle serait justifiée par la suite et je suis pas intimement satisfaite. Vous avez vu un chat passer. Je suis pas intimement satisfaite du résultat et ça correspond pas à mes standards que je viens de vous expliquer, voilà. Et en plus de cet aspect de... elle s'adresse à nous, enfin on s'adresse à quelqu'un, on sait pas à qui. Et il y a aussi un truc qui m'a, moi, un peu dérangée. C'est que dès le début, elle nous présente son monde comme si elle nous faisait un cours. Un cours dont on n'avait jamais eu les bases, en fait, de zéro. Alors qu'elle, elle est déjà censée connaître son monde, donc elle est censée distiller des informations au fur et à mesure, naturellement, et ce n'a pas été le cas, et ça me dérange un petit peu. Je pense que c'est voulu, mais du coup, je ne comprends pas trop pourquoi. En tout cas, jusqu'à la page 100, je sais pas pourquoi. Et quand on parle de cours, c'est vraiment des gros blocs explicatifs, comme ça, bim, dans l'histoire. Assez mal amené, pas très subtil. Pas très subtil. Et en fait, il y a aussi cet aspect de... on a l'explication au moment T où on est confronté aux besoins de cette explication. Ce que ça donne, c'est que on a eu plein de pages pour nous expliquer l'univers au fur et à mesure, pour qu'elle pense à des choses et tout, et que ce soit distillé au fur et à mesure de l'information, et que du coup, au moment où ça arrive, on se dise ah, c'est donc à ça que ça ressemble qu'elle nous a expliqué il y a 3 chapitres, et en fait non, on n'a jamais cet aspect là, on a toujours l'aspect bim, il y a un événement et il y a les explications qui vont avec, non parce qu'il faut quand même remettre le contexte, et ça fait extrêmement maladroit. Ouais, et surtout nous on est habitués maintenant à des belles plumes de fantaisie adulte qui font ça avec beaucoup de subtilité et beaucoup de maîtrise, et bah là on se heurte à quelque chose de très différent. On ajoute à ça le fait que c'est un folklore tout à fait nouveau, une mythologie tout à fait nouvelle que nous on connaît pas du tout, et en fait on a donc ces blocs d'explications, on a un glossaire à la fin. Ce qui est très bien.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que le glossaire, pour moi, ça doit vraiment être une aide à la compréhension, ça doit pas se substituer à des explications qui sont pas dans le texte. Ou alors, on se met dans le mode que j'ai adoré dans le Jonathan Stroud Bartimius, la trilogie de Bartimius, où là, on a effectivement des grosses explications en note de bas de page, mais ça fait partie du style, c'est complètement inclus dedans. Là, ça se substitue à des explications qu'on n'a pas, et en plus... Pour être sûr que tout soit bien clair, parce que clairement on sent que ça ne l'est pas avec les explications dans le livre, à la fin il y a des schémas. Vraiment, pour bien comprendre le folklore, il y a des schémas de comment sont reliées les divinités entre elles. Si c'était vraiment en support et que c'était quelque chose qui avait été bien expliqué dans le texte et que c'était juste pour nous réexpliquer. Bah comme une carte, on aime bien voir les cartes, les dessins, qui illustrent un peu ce qu'on lit. Mais là pour moi ça faisait trop schéma technique, brouillon type bah voilà moi j'ai pensé ça comme ça. J'ai la flemme de vous expliquer et allez vous référer à la fin du livre. Ouais c'est ça. Moi plusieurs fois je me suis dit mais je comprends rien. Il y a des esprits tutélaires de différents univers avec des hybrides dans chaque coin, des démons, des gens gentils. Enfin waouh, c'est vraiment dense. Il y a du potentiel, mais en l'occurrence la façon dont c'est amené et avec... Ah voilà. Je suis entièrement d'accord. Moi personnellement, les lexiques et tout ça, j'aime bien quand ça existe, mais quand j'en ai pas forcément besoin, ou c'est là juste pour... Je me dis, ah zut, j'ai oublié ce qu'elle m'a dit il y a 3 chapitres et je vais voir au lexique. Mais voilà, il faut qu'elle me l'ait dit avant, parce que sinon j'ai la flemme d'aller jusqu'au bout. Et ça entrecoupe ma lecture, voilà. Ça va en plus de la plume qui est très hachée, qui est interrompue par des dialogues et tout ça, bah ça interrompt davantage encore. Et en plus de ça, en tout cas là, jusqu'au page 100, j'ai trouvé ça très introductif, le début très lent, il y a des longueurs par moment ça s'active un peu, puis par moment bim, une longueur, il y a des changements de rythme c'est pas homogène. C'est pas homogène, c'est encore une fois assez mal introduit, c'est-à-dire que même les changements de rythme, on comprend pas pourquoi. On vous a déjà parlé de notre amour pour les ellipses maîtrisées et je pense qu'on reviendra jamais assez à celles qui ont été utilisées pour le sang de la cité et pour un long voyage. Une maîtrise tellement parfaite de l'ellipse que du coup quand on se retrouve face à des modes un peu plus simplistes, bah, ça fait mal quoi. Là on a quand même des passages de 1 an, de 6 mois qui sont oblitérés. Donc juste on se réveille un matin et bim, il y a 1 an qui s'est passé et en fait l'héroïne se souvient de ce qu'elle a fait pendant 1 an, mais genre dans le même bloc de texte. Et c'est des explications très longues en plus de ce qui s'est passé pendant 1 an, donc ça nécessitait peut-être pas de faire une ellipse comme ça. Et on revient à l'instant T comme si c'était la continuité du texte, donc je ne comprends pas le principe de faire une ellipse pour finalement tout résumer pour revenir à l'endroit où on en était. Je pense qu'en plus ça permet pas de s'attacher au personnage, parce que du coup on la suit pas de façon linéaire, on fait des espèces d'allers-retours un peu chelous. Déjà que de base elle est pas très attachante. Non. Alors si en plus on rajoute ça derrière et le fait que ce soit elle qui est la narratrice et qui s'adresse à nous, j'ai pas apprécié. Enfin, c'est très dur. Moi non plus j'ai pas trop accroché à la narratrice. Au début j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé un peu sympa et puis après il y a une espèce de relation avec... Bon après... Elle a une relation avec la personne à qui elle s'adresse. On sait pas si c'est nous ou si c'est quelqu'un d'autre. Plus la relation qu'elle a avec sa mère qui l'accompagne au début. Qui est... Moi elle m'a un peu mis mal à l'aise. J'ai pas trouvé très saine. Je me suis dit peut-être que au-delà des 100 pages ça va changer, mais ça ne changera pas. Non. Donc j'ai du mal. Alors que je voyais dans les commentaires tout le monde qui avait des louanges déjà qui disait des louanges sur la plume et sur la relation mère-fille et la relation avec d'autres personnages. Ouais. Et bah je suis pas d'accord avec tout pareil. La relation mère-fille, j'ai pas trop adhéré, j'ai pas trop compris cette relation. Encore une fois parce qu'on est dans une relation mère-fille où il faut pas oublier que la fille elle a une 20aine d'années. Ça aussi c'est un peu choquant au début parce que quand on la suit on peut clairement se dire qu'elle en a 14, enfin elle est 15, soyons sympas, elle a 15-16 ans, mais en fait non, hein, c'est une jeune adulte, donc c'est vrai que cette relation, puis c'est pareil on comprend pas trop depuis combien de temps elles sont sur la route, donc en fait l'évolution de ce personnage sur la route, ce qui a forgé sa jeunesse, du coup on a l'impression que ça a forgé sa jeunesse sur 5 ans alors qu'en fait ça fait pas si longtemps que ça. Il y a quand même une maladresse dans les explications dès le début, une maladresse dans l'introduction des personnages. Par la suite on rencontre un autre personnage avec lequel l'héroïne va vivre une grosse partie, en fait jusqu'à la fin du roman.
Genre vraiment elle va vivre chez lui et bon bah voilà, il va se passer ce qui va se passer, il y a une forme d'ambiguïté qui se crée. Ça je dis pourquoi pas, je trouve la façon dont ça a amené, why not, why not. Maintenant c'est pas non plus, enfin ça m'a un peu agacé. Voilà, ça m'a un peu agacé la façon dont c'était fait. L'héroïne en fait, on s'en m'a agacé. Je sais pas pourquoi je cherche plus loin, mais j'ai pas accroché à cette partie là. En plus de pas s'attacher au personnage, en fait, c'est ce que je voyais dans les commentaires, donc je m'attendais à quelque chose de poétique et avoir beaucoup d'émotions. Et en fait, pas du tout. C'est tout le contraire en fait. On est extrêmement détaché. Et par exemple, jusqu'où je suis allée, à un moment donné, il y a eu une mort extrêmement rapide, sans prévenir et sans émotion, alors qu'il y aurait dû en avoir. Et en plus, c'était une mort, en plus d'être rapide, j'ai envie de qualifier de mort con. Enfin. Même si bon bah ils sont pas dans un univers très sympathique, c'est plutôt hostile. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est une mort con et rapide. Et ça a cassé beaucoup de choses, je trouve. C'est une des thématiques je pense de ce roman, c'est le deuil des personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Par la suite, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce deuil là du personnage. Voilà, j'ai perdu telle personne. Et j'ai senti l'auteur, et ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai senti l'auteur faire avancer son personnage dans ses phases de deuil. J'ai senti la façon dont son personnage avait du mal à se positionner parfois par rapport aux autres, par rapport à cette perte, comment aller de l'avant, comment faire. Ça j'ai trouvé ça ok. Mais ce traitement là, psychologique, parce que c'en est un, il est fait avec tellement de recul, de froideur que ok c'est bien. Alors en fait justement c'est ça, j'aurais pas dû voir l'effort de l'auteur pour faire rentrer ça dans le livre en fait. J'aurais dû juste le vivre avec le personnage, ce deuil et cette avancée et le fait qu'elle se sente mal. Ça devrait pas donner lieu je pense à trop d'introspection, et en fait c'est ça, on est avec un personnage qui fait tellement d'introspection, qui se dissèque tellement que bah ça a plus de valeur émotionnelle pour moi. Et vous savez que je m'attache le plus souvent énormément au personnage, à l'histoire, je suis quelqu'un qui pleure très facilement, et là rien quoi, à rien, j'ai rien ressenti, et d'un bout à l'autre, parce que pour le coup Mélo l'a pas fini, moi je l'ai fini, rien du tout. Ensuite, un autre point qui m'a déçue, parce que c'est ce que j'attendais en lisant le résumé en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait une partie légèrement SF et surtout qu'il y ait une certaine cohérence, qu'on nous explique comment c'est possible un monde qui n'a plus de soleil, comment c'est possible de manger, comment c'est possible de vivre, comment les animaux, la végétation, etc. Et les explications qu'on nous donne, déjà on ne nous donne pas particulièrement, juste parfois si elle rencontre une bête sauvage on nous donne des explications, mais voilà seulement là. Mais en fait c'est des explications magiques, c'est pas des explications cohérentes, naturelles, enfin c'est pas des choses qui paraissent logiques. C'est voilà, il y a des oranges qui deviennent bleues, les oranges sont bleues maintenant au lieu d'être jaunes parce qu'il n'y a pas de soleil, donc j'imagine que ça a une cohérence en termes de couleurs, mais en soi c'est pas possible. Bon, de base c'est pas possible, un monde sans soleil, il n'y a plus de planète, enfin il y a plus de vie sur la planète, mais bon, sauf les tardigrades, mais enfin bref. La vie telle qu'on la connaît, elle n'existe plus. Mais voilà, là, il y a, les espèces ont muté, mais c'est devenu des monstres, des créatures, mais qui ont plus rien à voir avec les créatures que c'était avant. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de baguette magique et ça a tout changé. Alors que je tiens quand même à préciser que dans le résumé, c'est les premiers mots. Hein. Depuis 20 ans, le jour a disparu. En 20 ans, qu'il y ait autant d'effets sur les espèces animales et végétales, enfin il faut des siècles d'évolution pour avoir des changements comme ça. Du coup c'est pas scientifique, c'est plus quelque chose de fantastique. Vraiment. Et je m'attendais à quelque chose de magie quoi. C'est de la magie. Je m'attendais à quelque chose de différent. Voilà. Moi j'attendais rien à ce niveau-là, donc j'ai juste trouvé qu'il y avait effectivement quelques incohérences. D'ailleurs c'est des incohérences qui sont pas liées que à l'univers. Encore une fois l'univers avait du potentiel. Ça, je reste là-dessus. Mais il y avait des incohérences dans comment ils se nourrissent, comment deux personnes qui vivent en autarcie, surtout dans un monde aussi hostile, se nourrissent. Juste. Et donc en fait les espèces elles continuent de pousser, il y a quand même de la vie, il y a quand même de la nourriture, juste que c'est différent. Et ça j'ai trouvé ça pas très crédible. Et surtout ce qui me dérange c'est que du coup tout l'univers, tous les monstres, les créatures et tout ça, ça aurait pu être dans un autre univers de fantastique sans qu'il y ait cette disparition du soleil en fait. Donc il n'y a aucun lien entre les deux. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être dans n'importe quel autre monde. Et on l'aurait peut-être d'autant plus apprécié, alors que là justement je trouve que ça met l'auteur dans une difficulté supplémentaire qui est d'avoir ces explications là qu'on n'a pas, et ensuite de lier notre monde à nous et ces éléments et cette héroïne à des choses complètement imaginaires qui ont continué à vivre en parallèle de son histoire elle, mais dont elle s'était jamais rendue compte. Et donc en fait ça c'est toujours un exercice un peu périlleux je trouve, il y en a qui le font très bien, Harry Potter c'est sur l'exemple type, mais là pour le coup
Il y a des choses comme au début par exemple elle se débarrasse de son téléphone pour pas que ses proches essaient de la joindre et d'un seul coup à un moment à la fin elle utilise son téléphone. J'étais un peu perturbée, je me suis dit c'est juste des petites incohérences comme ça, mais si on s'était dès le début retrouvé dans un monde où il n'y avait pas de téléphone, c'est juste une question qu'on n'aurait pas eu besoin de se poser. Et puis Mélo a tout à fait raison, en fait l'héroïne elle vit dans un monde où il y a des légendes, il y a le folklore africain, très bien. Pour autant, les gens, quand il y avait encore du jour, ils se promenaient, ils vivaient leur vie en montagne, en ville, sans s'inquiéter des monstres, des divines, des trucs. Et en fait, j'ai senti même à un moment beaucoup plus tard dans le livre une espèce de volonté de tirer sur de l'urban fantasy en mode, je sais plus, c'est les hybrides je crois, certaines hybrides qui vivaient parmi les vivants en essayant de pas se faire repérer tout ça. Et donc du coup nous, nos petits humains qui vivent tranquillement et qui quand il faisait jour pouvaient se promener en montagne sans trop de soucis, d'un coup là parce qu'il fait nuit ça devient super hostile et t'es pas à l'abri de marcher sur une bébête qui va te bouffer. Donc j'ai trouvé ça dommage quoi. Et pour ce qui est de la partie folklore africain qui moi m'intéressait beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, c'est un imaginaire, c'est un imaginaire original et il y a du potentiel, et il m'a pas fait rêver et en fait il était tellement pas amené, les explications n'étaient tellement pas fluides que déjà j'ai eu beaucoup de mal à le visualiser et ouais c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec Mélo pour ce qui est de visualiser la coloration africaine de cet univers. Moi de mon côté j'ai lu avant Fleur de Côte de Laetitia Danaé et je trouve que j'y connais rien. Comme Mélo j'y connais rien, c'est des choses que j'ai pas lues, que j'ai pas vues, c'est des noms que je ne connais pas, des sonorités que je ne connais pas, mais j'ai trouvé que dans Fleur de Côte de Laetitia Danaé, même si 100% fantasy et que ça se passe, je crois pas, enfin j'ai pas reconnu d'Afrique dans les noms, les noms de pays ou quoi, au moins il y avait dans la nourriture, les coutumes, les vêtements, quelque chose que je sentais africain. Je me suis sentie embarquée dans le truc, l'univers est très bien construit, c'est très bien fait. Là, c'était des noms qui m'avaient l'air, et c'est pas le cas parce que d'ailleurs c'est précisé dans les notes de l'auteur, des noms qui m'avaient l'air complètement inventés et qui mélangeaient énormément de choses. Là si on parcourt rapidement, très rapidement, donc il y a effectivement toute une partie sur le Congo, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, mais on parle aussi de Haïti, on parle de l'Égypte. Ça a l'air assez très large et peut-être un peu trop mélangé et je l'ai pas senti très clair, et en fait cette histoire d'hybride et de monde qui ouvre des portes parallèles, enfin c'était compliqué, c'était très compliqué. Et on n'a pas dit, c'est un tome 1, hein, voilà. Ah oui, il y aura une suite, donc du coup, c'est normal que ce soit introductif d'ailleurs. Hein. Oui, on aurait dû le dire à ce moment-là. Mais ça donne pas envie de lire la suite, parce qu'on est tellement... T'as pas lu la fin. Bon, j'ai pas lu la fin, voilà. Donc forcément. Disons qu'à la fin, il y a un petit retournement de situation qu'on n'a pas énormément l'habitude de voir dans les sagas de fantasy, que j'ai accepté mais qui du coup sort complètement de ce que j'attendais vis-à-vis de ce que je vous ai dit par rapport à la narration. Donc j'ai pas compris, donc du coup en fait cette fin ça m'a complètement, je me suis dit zut alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette narration, c'est quoi enfin il y a eu un problème pour moi. Il y a eu un traitement un peu psychologique rapidement, très rapide du personnage par rapport à cette fin, que j'ai pas compris non plus, que j'ai trouvé trop rapide, que j'ai pas trouvé très bien amené. Donc je suis curieuse de savoir ce qui va se passer après, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher et à suivre les personnages dans cette histoire qui s'est un peu traînée, on va pas se mentir. Sans compter qu'on ajoute à ça, comme le disait Mélo, dans les changements de rythme là, on a quelques scènes d'action, on a des scènes de poursuite, on a des scènes de combat avec des monstres, c'est assez varié, surtout passé je dirais vraiment la dernière partie du roman. J'ai trouvé les scènes d'action pas très bonnes. Parce que, encore une fois, je pense que c'est à cause du personnage et de son introspection constante, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à se poser des questions, et du coup ça manque de fluidité et de punch en fait, et du coup ça amoindrit complètement l'impact des actions. Je crois que les temps du récit qui sont utilisés pour ces actions aussi sont très bizarres. C'est peut-être le manque d'émotion aussi qui fait que la scène d'action n'est pas... voilà, c'est pas... Mais encore une fois, je repensais, parce qu'en plus dans la même période j'ai lu Ewilan, donc du Botero, voilà, c'était le 3e tome de la première trilogie, et c'est un livre pour enfants, mais les actions sont là, les morts sont là, le sang est là, et tout est très
très vif, très incisif, très taillé. Et quand il s'agit d'une scène de combat, ça bouge, c'est fini en une page et demie. Mais voilà, c'est rythmé. Là, ça s'étale et en plus, c'est pas incroyable. Donc du coup, moi je suis vraiment mitigée par rapport à cette lecture, déjà parce que c'est pas une lecture facile. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dedans et à le lire aussi vite que je l'aurais voulu, alors que c'est 300 pages écrit gros chez Albin Michel. Hein, on s'attendait vraiment à ce que ce soit plus. Moi je rapide, pensais, plus fluide. franchement, je pensais en 2 après-midi, c'était plié quoi. Un week-end, schlack. Et en fait, non. Je pense que la narration, la plume et surtout les petites incohérences au fur et à mesure, les personnages qui changent d'avis comme de chemise, tu sais pas trop pourquoi, c'est pas dirigé par une raison particulière ou par une explication. Plus les fameuses explications en gros blocs qui font 3 pages, plus les ellipses pas très maîtrisées. Voilà, pour moi c'était assez rédhibitoire. Je l'ai lu parce que j'avais quand même envie de savoir au niveau de l'intrigue comment ça allait évoluer. Maintenant, je trouve ça assez linéaire et assez classique. Voilà, c'est une héroïne, elle se retrouve toute seule et puis d'un coup elle trouve quelqu'un qui va être son mentor sur toute une partie du roman. T'as toute une grosse partie, un bon tiers d'apprentissage et puis après ils passent à leur quête principale et finale. Et voilà en fait. Hein. Bon, la fin est un peu intrigante, je pense peut-être un jour éventuellement si le tome 2 sort en e-book ou quoi et que... Non, je pense pas. Non, en fait non. En plus de ça, la façon... du coup, je lui ai demandé de me spoiler, et la façon dont elle a raconté la fin, j'ai quand même déjà vu dans certains romans. Et en général, dans le tome 2, bim, il y a un twist. Et on revient, on annule la dernière action de la fin, et en plus, c'est avec une facilité. Et là, en plus... Donc, c'est pas fou ce que ça annonce pour la suite. Ce qui se passe, c'est que là, on a un dernier chapitre et un épilogue. Et donc, le dernier chapitre, c'est vraiment le dernier chapitre. Et l'épilogue commence déjà à revenir sur ce qui s'est passé dans le dernier chapitre. Donc, voilà. C'est un avis lecture assez long pour un roman qui finalement est assez court. Mais je pense que c'était important de revenir sur celui-là. Surtout pour donner des avis très différents de ce qu'on peut lire. Enfin, j'ai vu sur Babelio ou même sur Instagram des avis qui sont dithyrambiques et voilà, on a l'impression que c'est un chef-d'œuvre le roman, et voilà, nous on n'est pas d'accord, donc c'est important aussi d'avoir une diversité dans les avis. En tout cas, si vous faites partie de ces personnes qui ont aimé, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour nous expliquer sur quel point on s'est trompé. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas compris, on est passé à côté, ou voilà, ben ça arrive. C'est une lecture qui nous a moins touché que vous, mais on aimerait quand même beaucoup en discuter avec vous. Donc on vous attend comme d'habitude dans les commentaires. Vous l'aurez compris, on va pas passer une minute à vous expliquer. Ce roman-là ne fera pas partie de nos finalistes pour le PLIB 2022. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.